question, est-ce que les digestats sont des amis ou des ennemis pour nos cultures? Introduction. Si l'on regarde les différentes voies de valorisation agricole des restes organiques, nous avons comme restes organiques les fumiers et les lisiers ou les autres restes organiques. Nous avons au niveau agricole les méthanisations qui est fait uniquement avec des lisiers ou en cométhanisation lorsqu'on rajoute d'autres restes organiques. Nous avons aussi la méthanisation industrielle qui elle est thermophile en comparaison des méthanisations agricoles qui elles sont plutôt mésophiles, où nous avons le compostage. Si l'on compare les différences entre le lisier et le lisier méthanisé, le lisier méthanisé est, en comparaison avec du lisier brut, une matière qui est une matière organique plus faible car elle est minéralisée. Nous avons aussi un peu moins de matière sèche. Nous avons un azote organique qui baisse à cause de la minéralisation, mais par contre, la teneur en azote ammoniacal qui augmente. Également, le pH est plus élevé, il peut même atteindre jusqu'à 8 dans le lisier méthanisé. Le lisier méthanisé émet moins d'odeur que du lisier brut. Il est plus fluide. Donc pénètre mieux dans le sol. Par contre, on a des risques accrus de perte ammoniacale lors de l'épandage, car on a plus d'ammonium et on a un pH plus élevé. Par rapport au lisier brut, il favorise plutôt les vers de terre et il contient moins de graines de mauvaises herbes viables. Si on regarde l'effet des digestats sur le sol, nous avons évidemment les apports d'éléments nutritifs disponibles, dont on voit ici les différents types de digestats liquides, par exemple. Ce qui est intéressant dans les digestats liquides est que le rapport entre l'azote minéral et l'azote total est relativement élevé, entre entière et pratiquement la moitié, suivant les types de digestats. On apporte aussi de la matière organique au sol, mais il faut bien être conscient que dans les digestats liquides, par exemple, on amène une matière organique qui n'est pas très stable, donc qui est fortement minéralisée dans le sol. On voit ici qu'environ seulement un quart du carbone du digestat liquide reste dans le sol à long terme, en comparaison avec le compost où la moitié du carbone reste à long terme. Donc, nous avons un effet sur l'amélioration de la structure du sol qui est moyenne pour les digestats solides et faible à nulle, voire même négative pour les digestats liquides. Cette amélioration de la structure du sol amène une diminution de la densité du sol, augmente la porosité du sol et améliore également l'aération du sol et permet aussi une meilleure pénétration et rétention de l'eau. Si on emploie les digestats liquides de manière inappropriée, nous avons des risques pour le sol. Ça, c'est des essais qui ont été faits en Autriche. Et suite à un apport de 50 mètres cubes de digestats liquides dans un sol peu tamponné, peu pauvre en calcaire, le pH de ce sol a baissé de 5,4 à 4,6 en l'espace de 4 semaines à cause de l'apport des ions potassium qui s'échangent sur les complexes de sorption. La stabilité des agrégats du sol a baissé de 10% et l'infiltration de l'eau dans le sol a également baissé d'environ 15%. On peut compenser cet effet en faisant des apports de produits calcaires simultanément à l'apport de digestats liquides. Les digestats et les digestats liquides stimulent l'activité biologique du sol en apportant du substrat encore peu stabilisé qui vont nourrir les micro-organismes du sol. Au niveau de l'aspect hygiénique des digestats, évidemment, la température est un facteur important d'hygiénisation naturelle pendant les processus de digestion. Cependant, il y a aussi des réactions chimiques et des processus biologiques qui jouent un rôle important dans la destruction des agents pathogènes et des mauvaises herbes. Il faut aussi être attentif au fait que la capacité de survie de différents pathogènes peut varier grandement. En ce qui concerne la question de l'hygiène de la digestion anaérobie, il est important de contrôler non seulement le processus de fermentation lui-même, mais aussi la gestion complète de l'installation jusqu'à l'application du produit, c'est-à-dire contrôler les temps de rétention dans le fermenteur et éviter les courts-circuits de matière sur l'exploitation. Suivant une étude qu'on avait faite il y a quelques années, nous avons vu que dans les installations thermophiles, les salmonelles et les Escherichia coli étaient efficacement éliminés, pour autant que le temps de rétention corresponde aux spécifications de l'installation. Les entérocoques, quant à elles, sont réduites d'un facteur 3 à 10 dans les installations thermophiles, mais ne sont pas complètement éliminées.
Par contre, dans les installations mésophiles, on n'a pratiquement pas eu d'influence sur la quantité des germes étudiés. Ils n'ont pas été diminués, mais par contre, il faut souligner qu'on n'a pas eu de multiplication des agents pathogènes pendant le processus de fermentation. Du point de vue hygiénique ainsi, des digestats thermophiles peuvent être utilisés sans problème dans toutes les cultures, pour autant que la fermentation soit contrôlée et qu'on n'a pas de recontamination due à une mauvaise gestion de l'installation de méthanisation. Pour les digestats mésophiles, ils doivent être classés au même niveau que ceux des fumiers ou des lisiers, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser sans problème dans les cultures arables ou dans la production fourragère. Par contre, les mesures suivantes doivent être prises si on veut les employer en maraîchage pour la production de légumes crus. Si possible, le digestat solide devra être post-composté pour être hygiénisé de cette manière. Il faut incorporer les produits en surface rapidement pour permettre une dégradation rapide des germes et aussi réduire les pertes d'ammoniac. Et puis pour les cultures de légumières dont la durée de croissance est moins de 100 jours et qu'on mange cru, il faut apporter les digestats au mésophiles au plus tard 4 mois avant le début de la culture. Pour utiliser correctement les digestats, au niveau des digestats solides et fumés méthanisés, pour les grandes cultures, on a des beaux potentiels en période de croissance. On est limité à 25 tonnes de matière sèche tous les 3 ans en Suisse ou au bilan de fumure. Les applications sont possibles au printemps, en été ou en automne. Il faut faire attention aux cultures sensibles comme les pommes de terre, dont la gale poudreuse peut être favorisée par des apports de matière organique fraîche. Pour les cultures fourragères, on peut aussi l'employer pendant toute la période de croissance en faisant attention au bilan de fumure. Pour l'agriculture et l'arboriculture et la viticulture, on est très limité à cause du bilan de phosphore qui est en Suisse limité à 20 kg de phosphate par hectare et par année. En maraîchage, on a un très bon potentiel du printemps à l'automne. Pour les produits liquides, en grande culture, c'est un bon potentiel pendant toute la période de croissance. On veut recommander plusieurs petites applications plutôt qu'une application plus importante, aussi afin d'avoir une meilleure utilisation de l'azote minéral sans surplus pour le sol qui peut abîmer sa structure. Les applications sont possibles au printemps, en été ou en automne, et cela n'est pas recommandé pour les cultures sensibles comme la pomme de terre. Au niveau des cultures fourragères, c'est possible pendant toute la période de croissance. On recommande les applications modérées après chaque coupe. Lorsque l'herbe, on peut repousser, ainsi on a moins de pertes ammoniacales. Et en arboriculture et viticulture, on est très limité donc à cause du bilan phosphore, et techniquement, c'est souvent difficile de l'employer. Pour le maraîchage, c'est un très bon potentiel du printemps à l'automne. Les produits provenant d'installations mésophiles doivent être donc non utilisés pour des cultures consommées crues. En serre, une fois qu'on a résolu les aspects techniques, par exemple pour l'emploi de la fertigation avec les digestats liquides, on a un produit très intéressant, surtout pour les producteurs biologiques, vu le prix élevé des engrais bio du commerce. Et également en grande culture, on a des résultats extrêmement intéressants. Si cela vous intéresse plus en avant, on a des études sur notre site internet à ce sujet. Au niveau de l'application pratique des digestats, le choix d'une technique appropriée est important. Donc pour les digestats solides, on va employer des épandeuses à assiette, et pour les liquides, des rampes à pendillard ou des socs enfouisseurs pour éviter les pertes ammoniacales. On va respecter les bilans de fumure, fractionner les apports de digestats liquides et à épandre les produits liquides, surtout le soir, pendant l'été, en absence de vent, pour éviter les pertes ammoniacales. On va aussi apporter ces produits seulement quand les plantes peuvent assimiler l'azote qu'on apporte, et évidemment tenir compte de l'état du sol et équiper nos machines, les épandeuses ou les systèmes d'épandage avec des pneus larges, si possible, avec réducteur de pression. Et on va incorporer tous ces produits rapidement dans le sol, dans les premiers 10 cm du sol, pour améliorer la vie microbienne du sol et éviter les pertes ammoniacales. En conclusion, les digestats et les lisiers fumiers méthanisés sont des produits de valeur au service des agriculteurs, pour autant qu'ils soient de qualité et utilisés selon les règles. La fermentation anaérobie des fumiers lisiers améliore leur qualité et peut diminuer aussi leur impact négatif sur l'environnement, pour autant que les emploient comme il faut. S'ils sont mal gérés, ils peuvent cependant avoir des effets négatifs sur la fertilité du sol et sur l'environnement. Et pour éviter cela, il est essentiel de bien doser les apports et d'avoir des techniques d'application appropriées. Je vous remercie pour votre attention.